place maintenant à la seconde table ronde intitulée « Les usages actuels des assureurs pour prévenir les assurés et anticiper un potentiel événement d'ampleur ». Et on l'a vu avec ces retours, que en fait, les solutions existent pour chacun et il suffit de les mettre en place. Et les assureurs doivent anticiper au maximum ces risques, mettre des scénarios en place. Et j'ai la chance d'avoir plein d'experts pour nous en parler. Je vais les accueillir successivement et ils vont venir nous parler de leur expertise. Maxime Blondeau, le conférencier anthropologue et initiateur du Printemps écologique. Éric Petitpas, ancien conseiller MRN, mission risque naturel. Franck Chopin, responsable climatique du groupe Alliance, référent climatique. Et Sandrine Juster-Lermite, expert construction, CPA expert, membre du réseau des spécialistes XI+. Bonjour, madame et messieurs. Ça va, on est presque paritaire là. Maxime, vous êtes expert en prospective sur les enjeux du climat et vous partagez beaucoup de contenu sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez, sans nous angoisser, puisqu'on est dans l'éco-positivité et non éco-anxiété, nous préciser les prévisions du GIEC sur ces sujets, et notamment, plus spécifiquement, pour le secteur des assurances, de l'assurance. Alors, ouais. Voilà, ça marche. Oui, alors bonjour à tous, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Maxime Blondeau, j'ai en effet plusieurs casquettes. J'enseigne, moi, depuis 2016, ça fait 6 ans. 7e rentrée, j'enseigne à Sciences Po, j'enseigne l'anthropologie à Sciences Po, dans les écoles d'ingénieurs, aux mines, à Centrale, etc. Donc je mène un travail avec les étudiants autour des relations entre technologie et civilisation. En gros, quels sont les impacts sur le climat, sur la biodiversité, sur les territoires de nos choix technologiques. Donc ça, c'est mon sujet principal. Puis je suis aussi entrepreneur. J'ai lancé le Printemps écologique, qui est le premier réseau d'éco-syndicats, donc qui vise à accompagner des salariés à entrer dans les négociations collectives dans leur société, dans leur secteur, peu importe leur secteur. J'ai lancé aussi une coopérative qui s'appelle Selcop, qui propose des voyages en voilier comme alternative aux voyages en ferry ou en avion. Et j'ai une société de conseil et de prospective qui s'appelle Alma Mater et qui accompagne les dirigeants dans le cadre de séminaires, de COMEX ou de travail prospectif à identifier les risques, à modéliser les trajectoires qui vont impacter leur secteur et à recouper tout ça avec la science humaine, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, moi je fais un travail plutôt de sciences humaines qu'on appelle l'anthropologie. Donc l'anthropologie, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la science humaine qui se permet de faire appel à toutes les autres sciences, puisqu'elle étudie le phénomène humain, et elle se permet d'aller très profondément dans l'histoire, hein, puisque je m'intéresse à la préhistoire, je m'intéresse au néolithique, et je m'intéresse aussi au futur, à la prospective. Est-ce qu'on présente chacun d'entre nous, ou est-ce que je présente le contenu ma question, face à ces enjeux, justement, déjà, quels sont les enjeux actuels? Il y en a beaucoup, mais peut-être plus spécifiquement pour le secteur de l'assurance. Alors, dans ce cas, ouais, je pense que je peux... Là, si tu veux, je peux... Alors, là, on ne voit pas très bien, donc je vais me mettre ici, comme ça, je vais pouvoir voir avec vous ce doc. Donc, vous avez fait une fraise du climat ce matin, donc vous êtes normalement assez sensibilisé à la question du climat. Là, moi, je vais vous permettre de prendre un très grand recul sur le sujet pour mesurer à quel point le sujet est littéralement existentiel. Donc souvent, les personnes qui sont sceptiques vis-à-vis du changement climatique vont penser ou laisser penser qu'à travers l'histoire, il y a eu des âges glaciaires, que les températures ont augmenté, ont baissé, et que finalement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça a déjà eu lieu dans l'histoire de la planète. Ce graphique est le graphique qui a été partagé par les rapporteurs généraux du GIEC lors du dernier rapport qui a été publié en 2021. Et il m'a frappé, c'est pour ça que je vous le partage, parce qu'il permet vraiment de prendre la mesure du caractère existentiel du sujet. Donc vous avez sur le petit encadré rouge la période 1850 à aujourd'hui qu'on appelle Anthropocène. En fait, c'est l'accélération qui est liée à la révolution industrielle et en gros un passage à une ampleur et une intensité inédite.
de production de carbone notamment. Et puis tout ce qu'il y a avant, c'est l'histoire de la planète Terre depuis 60 millions d'années, c'est-à-dire depuis la dernière grande extinction de masse de la planète Terre, les dinosaures. Donc à cette époque-là, 60 millions d'années, vous aviez 76% de toutes les espèces terrestres et marines qui ont disparu parce qu'il faisait plus 10 degrés de plus que la température actuelle. Donc là, vous avez toute la période, ensuite où ça a descendu pendant 30-40 millions d'années après la dernière extinction. Et puis ensuite, vous avez l'apparition de l'être humain. L'apparition de l'être humain, c'est sur la deuxième partie du graphe, quand vous avez Homo habilis, et puis ensuite vous avez Sapiens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la trajectoire qu'on est en train de prendre, vous voyez, là, entre 2000 et 2100, elle nous amène, et c'est déjà sûr et certain, puisque même si on arrêtait tout maintenant, la trajectoire elle est déjà engagée, à un niveau de température que l'humanité n'a jamais connu, puisqu'on revient au niveau de 3, 5, 7 millions d'années, quand le premier être humain est apparu sur Terre. Et puis ensuite, vous avez les scénarios. Le scénario très élevé, vous voyez, very high, le scénario intermédiaire, modéré, et puis le scénario, le meilleur scénario, best case scénario, si on arrive vraiment à juguler la trajectoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne jugule pas, on part là-haut, on part à des niveaux d'extinction de masse de toutes les espèces vivantes sur la planète. Donc ça, c'est simplement pour rappeler le caractère existentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà réussi à modifier la trajectoire. On est déjà en train de réduire nos émissions, donc on est déjà en train d'agir dans le bon sens. Mais le caractère existentiel du sujet, moi j'aime bien le rappeler, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un sujet sur les 10 prochaines années, la subsistance de nos business, c'est important, hein, la subsistance de nos sociétés. On est vraiment en train de parler d'un sujet existentiel. Deuxième point, eh bien, quelles sont les conséquences de ce réchauffement pour le GIEC? Là, je prends vraiment des données qui sont les données basiques du GIEC, mais on m'a dit que la répétition ne faisait pas de mal, et donc je le répète. C'est les phénomènes extrêmes, chaleur, précipitation, sécheresse, conditions météo propices aux incendies et océans. Le GIEC a partagé les niveaux de risque sur l'ensemble des régions de la planète. Et donc ce qu'on voit, c'est nous, par lequel de ces événements extrêmes, par exemple en Europe, donc WCE, c'est West Continental Europe, donc c'est nous, quoi. C'est la France, l'Espagne, l'Allemagne, peut-être que l'Allemagne est dans l'Europe. Enfin, en gros, c'est la région française surtout. Vous voyez que sur toute la planète, on va faire partie des régions qui vont plus chauffer. Souvent, on a tendance à penser, oui, mais les pays les plus pauvres, en Afrique, en Asie, vont être le plus touchés. C'est vrai, humainement. Par contre, en matière d'augmentation des températures, l'Europe est vraiment en tête sur toute la planète. Et là, on l'a bien vu cet été, c'est un sujet sérieux. En termes de précipitations, en revanche, on va être moins touché que certaines régions. Par exemple, la Scandinavie, le nord de l'Europe, ou alors des régions comme le Canada, le nord de l'Amérique du Nord, qui va être plus touché. Donc là, on voit, ce sont les projections du GIEC sur les niveaux de risque en fonction des hexagones qui représentent des régions du monde. Et ensuite, vous avez le troisième, qui est la sécheresse, où on voit que la Méditerranée, proche de nous, on est sur un territoire qui est littoral de la Méditerranée, sera la région du monde qui va être le plus touchée par les sécheresses. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune région du monde qui va être plus touchée que la Méditerranée, pour le reformuler, liée au réchauffement climatique. Donc ça, ce sont des données qui incluent tous les scénarios, parce qu'il y a les trois scénarios, il y a le scénario idéal, scénario moyen, scénario élevé. Et en fait, peu importe le scénario, ces niveaux de proportion entre les différentes régions du monde sont modélisés, et donc ça correspond à ça. Pourquoi est-ce que je vous partage tout ça, et pourquoi est-ce que je suis très heureux d'être ici? Je suis très heureux d'être ici parce que je suis persuadé, et c'est une conviction sincère, que le monde des assurances a un rôle crucial, un rôle majeur à jouer dans les trajectoires qu'on va prendre. Ce n'est pas les seuls. Vous avez par exemple les grands énergéticiens, les grandes sociétés qui sont dans le monde de la technique ou qui font des choix technologiques, ou les pouvoirs publics, bien sûr. Mais le monde assurantiel a un rôle majeur à jouer parce que face à ces sujets, il y a trois grandes questions. 1, l'atténuation. Comment est-ce qu'on atténue les trajectoires? Ça veut dire comment est-ce qu'on baisse le niveau de CO2 dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement ou les dérèglements. 2, l'adaptation. Comment est-ce qu'à plus court terme, on adapte les territoires, on adapte les logements, on adapte les sites dans lesquels les humains vivent ou le vivant se développe. Donc la notion d'adaptation. Et 3, la notion de gestion des sinistres. Donc après coup, comment on protège les populations et comment on intervient après. A priori, sans réfléchir, l'assurance, le monde assurantiel, vous tous ici, vous allez agir sur le niveau 3. C'est-à-dire, après, comment est-ce qu'on anticipe
la gestion des sinistres, la gestion des risques, les catastrophes, et comment est-ce qu'on agit après, comment on indemnise, comment financièrement on monte des systèmes qui permettent aux victimes, aux sinistrés de survivre. Mais moi, mon discours, et c'est ce que je vais dire toute là pendant la table ronde, et je vais poser, je crois, des questions et essayer d'apporter de l'eau à ce moulin-là, c'est que je suis persuadé que l'assurance, le monde de l'assurance a un rôle majeur à jouer dans le deuxième sujet, qui est celui de l'adaptation. Il est possible, je crois, d'imaginer des systèmes assurantiels qui prennent en compte les différentiels de choix technologiques et qui vont indemniser différemment les populations, les sociétés, les organisations, les collectivités, qui vont s'adapter le mieux possible en faisant des choix technologiques adéquats. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vais laisser la parole maintenant à Eric. Merci, je vous donne Maxime. la zapette et on continue. Merci Maxime, bonjour à tous. Bonjour Eric. Alors moi j'ai une question, avec le recul que vous avez au vu de votre parcours professionnel, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands axes qui peuvent nous aider à réduire les dommages subis par les constructions exposées justement à ces aléas naturels? Je ne sais pas si je zappe. Alors, non, c'était à... Ah, c'est le vert, pardon, je marche à l'envers. Oui. Non, ça doit être le précédent. Ouais, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, je pense que quand on a un bâti exposé à différents aléas naturels, la démarche, bon, elle peut sembler assez simple. Je dirais globalement, c'est connaître ce à quoi on est exposé. Donc, a priori, je vais avoir... je m'implante sur une parcelle, je prends une cartographie de l'ensemble des risques, des aléas auxquels je suis exposé, et je regarde pour cette parcelle, est-ce que je suis exposé au séisme ou pas, retrait-gonflement des argiles ou pas, enfin ainsi de suite. Donc je fais la checklist, entre guillemets, des aléas auxquels je suis exposé. Donc ça, c'est déjà connaître ces aléas. Alors l'outil, entre guillemets, le plus répandu sur le sujet, c'est GeoRisque, puisque vous pouvez connaître la situation de votre bien à une adresse donnée. Et donc, c'est assez facile. Alors, vous avez des risques naturels, vous avez aussi éventuellement des éléments sur des risques technologiques. Enfin, bon, c'est aussi un risque, hein, c'est un autre sujet. Et puis, je dirais que sur vous avez parmi les différents aléas, entre guillemets, un état des lieux de votre exposition. Par rapport à le deuxième axe, une fois qu'on sait à quoi on est exposé, c'est de s'adapter à quoi on est exposé. Et donc, a priori, on a deux cas. Soit on construit quelque chose de neuf, et donc on va essayer de faire quelque chose de neuf qui est adapté au problème ou à l'exposition dont on vient de parler. Soit on a effectivement tout le parc existant, il y en a un peu, et auquel cas, je dirais qu'il faudra également s'adapter, mais on ne pourra pas partir de la feuille blanche, il faudra forcément examiner qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour améliorer la situation, mais peut-être que ce qu'on va faire, c'est un peu palliatif, parce qu'on peut, on n'a pas les moyens de démolir et de reconstruire. Donc c'est de la réhabilitation plutôt verte. Voilà, enfin, comment profiter, puis c'est une bonne question, c'est comment profiter effectivement, par exemple, de travaux de rénovation énergétique, puisque ça coûte quelque chose, pour effectivement faire que ces travaux soient, entre autres, adaptés. Parce que je veux dire que c'est quand même un vrai sujet, là on est plutôt sur le sujet atténuation. Et donc, je dirais globalement, comment, en faisant ces travaux d'atténuation, j'en profite effectivement pour m'adapter. Si je mets un isolant thermique à l'extérieur de la maison qui est extrêmement sensible aux inondations et que je suis en zone inondable, peut-être que j'aurais pu mettre un isolant qui était un peu plus adapté. Est-ce que le critère est pris ou pas pris? Et puis, est-ce qu'il est traité ou pas traité? Donc, on voit qu'il y a des différents cas. Alors, quand on reparle à la construction neuve, il y a des choses déjà qui sont faites. On ne part pas de l'état zéro. Donc je dirais globalement, il y a des dispositions réglementaires aujourd'hui qui sont déjà prévues, par exemple pour le séisme, pour les inondations, il y a des PPR, et ainsi de suite. Donc globalement, vous ne faites pas exactement ce que vous voulez, vous faites ce que la réglementation vous demande. Donc a priori, et cette réglementation, elle est bien adaptée au sujet à traiter. Voilà, bon. Après ça, vous avez effectivement des sujets, je crois que Sandrine en parle après, vous avez des normes par exemple. Alors on va parler de la neige et du vent, bah, ça c'est pas forcément réglementaire, je parle sous le contrôle de Sandrine, mais je veux dire que c'est volontaire. Donc a priori vous allez avoir un eurocode qui va vous définir, donc a priori vous avez envie de vous protéger vis-à-vis d'un événement, vous avez une carte, vous regardez quel est le vent, vous regardez quelle est la neige, vous adaptez.
Et puis on a une troisième question, et ça, quand on parle quelle est l'action des assureurs, l'action des assureurs, là, elle est collective, et les assureurs ont pris conscience qu'effectivement, il pouvait y avoir des aléas qui n'étaient pas, par exemple, sur géorisque, des réglementations qui, donc, a priori, n'envisageaient pas la question, des normes qui ne portaient pas sur le sujet, et pourtant, il y a l'aléa. Et donc, a priori, on a regardé collectivement, donc c'est un travail qui est fait en collaboration avec les experts, la FSE, la CEA, sous l'égide de France Assureurs. Depuis cet été, pour la 3e édition, on accueille la Fédération française du bâtiment, donc qui, consciente du sujet, s'associe aux démarches. Et donc, on a établi une liste de ce qu'on appellera des référentiels. Et donc, alors je ne dis pas des normes, c'est des documents qui traitent d'un sujet par rapport à un aléa pour lequel on n'a pas forcément un guide, entre guillemets, en magasin. Donc on a recherché qu'est-ce qu'il y avait de possible chez nous, chez nos voisins, puisqu'il y en a certains qui ont peut-être, ils sont plus avancés que nous. Et ce référentiel, il est à disposition, et chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais s'il y a un problème, éventuellement, il a peut-être une solution ou une proposition ou des idées qui sont éventuellement adaptées pour adapter son bâtiment vis-à-vis d'un aléa qui n'est pas forcément parfaitement connu aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un qui n'est pas parfaitement connu aujourd'hui, que tout le monde connaît bien, là, parce que tout le monde est dessus. C'est la grêle. Enfin, on en parlera après. Bon, donc, a priori, ce référentiel, c'est une action collective des assureurs par rapport à... pour justement contribuer à ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter au maximum, au moment de la construction, au moment de la réparation, voire au moment de l'extension, aménagement et compagnie, autant faire à chaque opportunité pour bien faire. Voilà, pour se mettre dans la ligne du... Voilà. Et puis pour aussi dans les actions, je dirais, d'encouragement de la part des assureurs, je dirais la mission Risque Naturel, donc pour le compte collectif des assureurs également, je dirais lancé il y a 2 ans, et la 2e édition, puisque c'est tous les 2 ans, les trophées bâtiments résilients. Donc là, on prend des bâtiments qui existent, qui sont construits plus ou moins récents, qui ont effectivement pris en compte le traitement de ces aléas. Et le trophée, il vise à... Il y a un jury, il y a beaucoup de gens compétents qui se réunissent, et puis on essaye de désigner les bâtiments exemplaires, et donc de montrer que c'est possible de le faire, c'est déjà fait, et donc ces bâtiments-là, c'est des bâtiments phares qui vont être mis en valeur. Donc là, le jury s'est réuni très récemment, et vous aurez les résultats au cours du mondial du bâtiment le 5 octobre prochain. J'allais vous poser la question, quelle c'était cette année? Voilà, mais vous attendrez les résultats. Donc rendez-vous le 5 octobre. Voilà, rendez-vous le 5 octobre. Pour les constructions existantes, le sujet, c'est qu'on part pas, on n'est pas en champ libre, là, on est en champ imposé. Le bâtiment, il est comme il est. Donc, la problématique dans ce cas-là, c'est effectivement de déterminer ses points de vulnérabilité. Alors, il y a, au sens large, on peut faire des diagnostics que je qualifierais de résilience. Quand vous faites, dans le cadre, par exemple, des plans d'action de prévention des inondations, le dispositif légal, des actions de prévention, l'État décide de lancer des actions de prévention vis-à-vis des bâtiments existants dans une zone exposée, je dirais qu'il finance un diagnostic inondation qui va permettre à des assurés volontaires, il n'y a pas d'imposition, évidemment, de bénéficier d'un diagnostic, et en fonction de ce diagnostic, des mesures d'adaptation du bâtiment vont être proposées. Ah, mais bon, la mesure d'adaptation, ça ne consiste pas à démolir, à reconstruire. Je veux dire que c'est une adaptation. Donc on va faire le mieux possible pour essayer de faire que le bâtiment se porte bien. C'est la même chose en sismique, où, par exemple, dans les Antilles, où on a une forte exposition. Certains bâtiments qui ont été construits à une époque donnée, on ne connaissait pas la notion de sismique, comme aujourd'hui. Et donc, a priori, on en a besoin. Ça peut être un hôpital, une école ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même un point vital. Il y a un peu de monde dedans. Et en cas de problème, ça a des chances de servir. Donc, le bâtiment, à l'époque où il avait été construit, n'était pas forcément parasismique. Et donc, a priori, il y a des mesures qui sont prises pour faire des diagnostics de la vulnérabilité du bâtiment. En fonction de ces diagnostics, on va procéder à des renforcements, qui sont d'ailleurs assez lourds, pour adapter ces bâtiments. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur l'existant. Et puis, toujours à titre collectif, je dirais, de la part des assureurs, la mission Risque Naturel qui se préoccupe quand même un peu du sujet, je dirais, est en train de développer, dans le cadre d'une thèse, un diagnostic de performance à la résilience, donc pour essayer, effectivement, sujet par sujet, aléa par aléa, de pouvoir faire un diagnostic et d'essayer de trouver les bonnes mesures en réponse à ces diagnostics.
Et donc l'avantage du diagnostic, c'est qu'il vous permet d'apprécier, je veux dire, l'investissement que vous avez à mettre dedans. C'est-à-dire que globalement, d'abord, vous allez plutôt privilégier les aléas pour lesquels vous êtes très exposé ou à ceux pour lesquels vous êtes très vulnérable. Si, à la limite, en faisant des travaux, indépendamment de la notion d'adaptation, mais vous décidez de faire tel type de travaux chez vous, autant en profiter pour que ces travaux soient adaptés. Et donc, je dirais que le diagnostic va vous permettre de dire, bon, tu as une bonne idée, tu veux rajouter cette pièce-là sur ta maison, c'est pour ton confort, ton agrément et compagnie. En réalité, tu vas rajouter un ennui sur ta maison, parce que cette pièce-là, elle est exactement mal exposée. Donc, si vous voulez, le diagnostic, il permet de faire des bons choix, et pas utiliser un investissement qui va aggraver une situation plutôt que la réparer. Vous pouvez très bien faire des travaux actuellement dans une maison, dégrader la résilience de votre bâtiment parce que ça vous fait plaisir de faire ces travaux-là, parce que, a priori, vous augmentez votre vulnérabilité à un risque. Donc c'est un peu dommage quand même. Mais avoir un thermomètre qui vous dit c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix. Bon, donc ça, c'est adapter les constructions, et puis effectivement, adapter, après, une fois qu'on a fait ce diagnostic, effectivement, là aussi, par exemple, le dispositif légal, au travers du fonds Barnier, préfinance le diagnostic et va préfinancer une partie, mais une bonne partie, par exemple, de la mise en place des bâtards d'eau, enfin de l'investissement bâtard d'eau que vous mettrez en place vous-même, ou qui peuvent être automatiques d'ailleurs pour certains, et qui font que vous allez réduire votre vulnérabilité. Donc le dispositif légal permet de... voilà. Et effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il y a un sujet, il y a un très très gros investissement effectivement collectif, national, sur la réduction des gaz à effet de serre. Bon, ça s'explique, il y a des motivations pour ça. Et donc, il y a énormément de travaux qui sont entrepris concernant l'isolation, l'isolation, le changement des chaudières, ainsi de suite. Il est extrêmement important, effectivement, de vérifier que tous ces investissements-là soient effectivement adaptés à l'aléa auquel il est exposé. Parce que ce serait quand même dommage de mettre beaucoup d'argent pour réduire l'atténuation et oublier au passage que cet élément d'atténuation que vous ajoutez vient éventuellement il est peut-être extrêmement exposé à un phénomène donné que vous n'avez pas éventuellement analysé. Donc il y a effectivement des travaux sur le sujet. Actuellement, c'est une prise de conscience entre j'atténue, mais j'en profite pour atténuer et en même temps ne pas plus m'exposer à un problème et pérenniser mon investissement d'atténuation. Voilà. Le dernier point, et j'en termine, je crois que je suis un peu long, c'est le troisième axe, je dirais globalement, c'est que, effectivement, on a parlé du fonds Barnier, alors l'ordre de grandeur, je ne suis pas au million d'euros près, enfin, excusez-moi, mais l'ordre de grandeur, ça doit être 200 millions, pendant que, ça c'est 200 millions par an, qui sont disponibles pour faire des diagnostics, faire des tas de choses, des plans de prévention, financer des actions de réduction de la vulnérabilité. Pendant ce temps-là, je dirais que le chiffre d'affaires du bâtiment de l'année, ça doit être de l'ordre de 150 milliards d'euros, quoi. Donc on voit bien que les investissements qu'on fait qui sont extrêmement lourds, il y a des mécanismes financiers qui quand même ont anticipé le sujet, et c'est quand même plutôt rassurant, même si on n'en parle pas beaucoup. C'est les fameux critères environnementaux, sociaux et gouvernance, les critères ESG, qui, a priori, sont quand même très attentifs au choix des investissements. Donc je dirais qu'effectivement, on a parlé de qu'est-ce qu'on fait sur le bâtiment, mais il y a aussi un sujet, c'est comment on finance ces travaux-là, et là aussi, favoriser le financement vertueux. Donc ça, ces critères-là sont plutôt dans le bon sens, et ceux qui investissent ont à justifier de leur investissement, ce qui paraît assez logique. Et puis, peut-être qu'on pourrait développer, quand on regarde ce qui se passe dans des pays voisins, on peut peut-être développer, mais vous êtes plus compétent que moi sur les jeux, et là, vous rajouterez peut-être quelque chose, mais je veux dire que sur les pays voisins, on voit aussi que des banques, ainsi de suite, conditionnent éventuellement leurs conditions de crédit pour un investissement à éventuellement la performance, entre guillemets, du bâtiment. Donc, vous n'êtes pas attentif, je dirais, vous avez un bâtiment qui n'est pas très vertueux, entre guillemets, vous avez un prêt qui n'est pas très efficace, quoi. Donc on ne vous favorise pas pour le faire. Vous avez par contre un bâtiment qui est, je dirais, très vertueux. À ce moment-là, vos conditions, entre guillemets, sont différentes. Donc on pourrait imaginer des mécanismes qui sont très incitatifs et qui facilitent effectivement les bonnes idées. Et puis même les lois qui sont tombées pour la location avec les notations de A à G, où là on ne peut même plus mettre en location des biens
qui ont un... Mais on est plus sur le sujet adaptation, là. Oui, Donc à la fait. question, c'est de savoir si on ne peut pas faire la même chose pour l'adaptation, mais peut-être pas tout le même jour. Il y a aussi une question d'acceptabilité, entre guillemets, du sujet. Et si on met que le sujet adaptation et atténuation est principal, ben, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais faisons attention au fait de bien traiter les deux en même temps, parce que l'investissement peut être le même. Donc c'est un peu C'est dommage vrai. de le mettre au mauvais endroit. Je crois que Maxime avait une question pour vous. Merci. Ouais, j'ai une question. Ce que je comprends, et dites-moi si je me trompe, c'est que donc le monde du bâtiment, et notamment dans sa branche assurantielle, va s'interroger sur la mesure de la vulnérabilité du bâti. Ma question, parce que comme moi du coup je travaille sur les enjeux écologiques par définition c'est la prise en compte d'un objet dans son milieu. Donc ma question c'est est-ce que vous prenez en compte tout le milieu qu'il va y avoir autour d'un bâtiment? Exemple, les politiques publiques. Vous avez un bâtiment ou un lotissement ou une ville, et en fait, les politiques publiques qui vont être liées à l'eau ou à la biodiversité, à l'arborescence, à la quantité d'arbres ou à l'accès aux points d'eau, enfin bref, tout un tas de données comme ça qui relèvent de la collectivité, donc de l'espace public. Est-ce qu'elles sont intégrées dans la mesure de la vulnérabilité de l'objet en question, parce que ça va être une maison ou un bâtiment, ou est-ce que vous allez, par construction, vous limiter au bâtiment? Ce qui serait dommage, vous avez compris que moi, Donc voilà, c'est une question vraiment de curiosité, parce que je pense que c'est aussi une posture très intéressante à développer dans le cadre de l'évaluation de ces sujets. La réponse va être un peu compliquée, mais on va essayer de la faire. Je dirais globalement, quand effectivement, globalement, si on dit au plan assurantiel de la construction, on est dans l'assurance construction. Bon, donc a priori, c'est quelque chose qui apporte des garanties aux dommages, au désordre du bâtiment pendant une dizaine d'années. Mais je dirais que globalement, dans ce contexte-là, l'assureur il vérifie surtout par rapport à des critères réglementaires, et les constructeurs vérifient ce à quoi ils sont obligés de répondre. Après, ce bâtiment, il va avoir une vie qui est plus longue. Il n'est pas fait pour 10 ans, il est fait pour sa durée de vie. Bon. Et donc, je dirais globalement, on a peut-être intérêt, et ça veut dire que le bâtiment il est vu sous un certain prisme pendant sa période décennale, mais heureusement, il continue de vivre après. Et donc, a priori, je veux dire qu'il faut effectivement, probablement, au niveau de la construction, mais ça n'est pas donc un mécanisme assurantiel de construction. C'est un mécanisme qu'il faut probablement avoir, entre guillemets, plus général, de choix d'investissement. C'est-à-dire que globalement, je choisis effectivement, donc a priori, je suis assuré en garantie décennale pendant un certain temps, mais une fois que j'ai passé ce certain temps, mon bâtiment, il va encore servir un tout petit peu, quoi, encore 50, 60 ans. Et donc, je pense qu'il est effectivement dans le mécanisme, et c'est peut-être justement l'intérêt du mécanisme financier, de favoriser le sujet, parce que si ça n'est pas pris dans l'objet assurance construction, de toute façon, c'est un sujet que je qualifierais de sociétal. Donc, a priori, il faut bien le prendre à un moment donné pour que l'investissement que vous faites, il est garanti en assurance construction pendant 10 ans, c'est une chose, mais indépendamment de ça, votre investissement, il faut que vous le fassiez bien, parce que vous savez très bien que votre bâtiment, il ne va pas disparaître au bout de 10 ans. Ça, c'est une partie de la réponse. Une deuxième partie de la réponse sur des choix, entre guillemets, sociétaux, et ainsi de suite. Je vais prendre un exemple de choses qui, a priori, aujourd'hui, peuvent surprendre. Je dirais globalement, quand je construis un pavillon de 100 mètres carrés sur une parcelle de 400 mètres carrés, je veux dire qu'on voit bien, j'ai un rectangle de 8 par 12 pour une maison de 100 mètres carrés, puis je vais avoir un carré de 20 par 20 pour faire simple, pour mon terrain. Si ça, donc a priori, je réponds, j'ai le droit de construire sur ce terrain, puisqu'on admet de mettre des maisons assez grosses sur un terrain donné. On est sur un site exposé fortement ou moyennement au retrait-gonflement des argiles. Donc, la loi Elan prescrit l'étude géotechnique. Elle est prescrite, il y a le diagnostic géotechnique qui est obligatoire à la vente du terrain à bâtir, mais l'étude géotechnique est fortement recommandée par la loi au moment de la construction. Mais à défaut, je dirais, d'études géotechniques,
il faut se référer à un arrêté qui va définir des règles de construction que je qualifierais, si vous faites ça, normalement, vous n'avez pas fait l'étude de sol d'adaptation, bon, c'est quand même très dommage, mais normalement, vous avez des dispositions forfaitaires qui vous permettent de vous adapter, entre guillemets, au sol argileux. Dans les classiques, entre guillemets, des dispositions, vous allez avoir, il faut éventuellement, si vous mettez des arbres, que les arbres soient distants de la maison, de plus que la hauteur de l'arbre. C'est la règle qui est dans l'arrêté relatif à la loi Elan. Ça, c'est une chose. Donc déjà, il faut que vous mettiez un arbre sur votre terrain. Enfin, si vous mettez un arbre sur votre terrain, il faut qu'il soit à une distance telle qu'il soit suffisamment éloigné qu'en gros, s'il s'abat, il ne s'abat pas sur votre maison. Parallèlement, vous avez effectivement dans certains lotissements, et quand je dis dans certains, c'est même dans beaucoup, un dispositif du PLU qui va vous expliquer que, effectivement, atténuation oblige et compagnie, il serait peut-être opportun de planter, c'est même pas opportun, c'est même obligatoire. C'est sanctionné éventuellement, si vous ne mettez pas en conformité, c'est sanctionné par une amende. Donc c'est fort comme obligation. On va vous demander éventuellement de planter 3 arbres de haute tige sur ce terrain. Ça, c'est réglementaire. Bon. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un arbre de haute tige, je n'ai pas trouvé la définition. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui fait de l'ordre de 10 mètres de haut. Un arbre, un bel arbre, quoi. Voilà. Alors, là, vous commencez à déjà dire, oula, ça va devenir compliqué. J'ai un rectangle de 8 par 12, je le mets dans un carré de 20 par 20, il faut que je mette mon arbre à 2 mètres de la limite de propriété, parce que j'ai le code civil, et il faut que s'il tombe, il ne tombe pas sur la maison. Bah, si vous regardez le problème, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de mettre la maison dans l'angle du terrain, et de planter pile poil l'axe de votre arbre à 2 mètres de la ligne du voisin. Quand vous avez fait ça, vous avez peut-être résolu votre problème, vous en avez créé un à votre voisin, parce que vis-à-vis de votre voisin, vous n'êtes déjà plus conforme à la même loi. Et donc, la solution pour s'en sortir, donc si vous voulez, dans la partie cohérence du dispositif pour essayer de régler le problème du retrait-gonflement des argiles, on peut faire plus simple. Voilà. Et donc, pour vous en sortir, vous avez une solution, effectivement, qui est très simple. Il suffit d'y penser, c'est de mettre un confinement des racines autour de chaque arbre. Donc c'est 3 arbres de haute tige, je ne sais pas combien coûte l'arbre de haute tige, le baliveau quand vous le plantez, mettons, allez, je ne sais pas, 300 €, 3 fois 300, 1000. Bon. Vous faites 3 cercles de confinement, alors, a priori pour qu'il respire un peu cet arbre-là, sinon il ne va pas être de haute tige, hein, et ça va être un truc rabougri. Je veux dire que globalement, vous allez mettre, entre guillemets, une paroi de confinement des racines, 2 mètres de rayon, ça doit faire quelque chose comme 12 mètres de circonférence, ça doit coûter de l'ordre de 500 € du mètre linéaire. Donc votre pot de fleurs autour de votre arbre, il vous coûte 6 000 €. Donc vos 3 arbres qui vous coûtaient a priori, quand il n'y avait pas de problème, 1 000 €, ils vont coûter 3 fois 6, allez on va faire un prix de gros, on va dire 15 000 €. Je pense qu'effectivement quand vous achetez, quand vous construisez une maison, vous avez sous la main 15 000 € à mettre pour planter vos arbres, il n'y a pas de problème. Et là vous êtes conforme quand même. Bon, donc il y a peut-être des sujets à voir, parce que manifestement, moi j'ai cru comprendre qu'a priori, il pouvait y avoir des facteurs, je dirais, qui favorisaient les problèmes de retrait-gonflement des argiles. Ça, c'est un exemple, je peux vous en citer quelques autres. Bon, c'était tout, enfin, donc ça répond peut-être à votre question, mais je dirais globalement, on voit que c'est compliqué et qu'on n'a pas forcément fait le tour de la question. Il va peut-être falloir avoir une vision que je qualifierais un peu holistique du sujet. C'est pas simplement, je règle un problème, le mien, et mettre des arbres dans les terrains, je trouve ça plutôt sympa. Mais si effectivement je préfère mettre un arbre et je casse ma maison, je ne sais pas si c'est si sympa que ça. Enfin, voilà, donc il y a un moment où il faut faire des choix, mais il faudrait que si on impose des trucs, on ait une vision cohérente de l'ensemble du dispositif. Sinon, on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Hein. Merci Eric. Je vais m'adresser maintenant à Sandrine. Avec votre regard d'experte, et on va revenir vraiment sur les risques, quel type de construction privilégiée pour limiter les risques d'effondrement du bâti? Eric parlait justement des séismes, etc. Marche-t-il? Sinon, c'est bon. Je crois que c'est bon. Merci. Bonjour à tous. Donc, Sandrine Juster-Lermite, expert chez CPA, donc XI+. Je suis expert spécialisé en structure, génie civil, génie parasismique, calcul. Donc, vraiment, je vais vous parler en tant qu'ingénieur, maîtrise d'œuvre, pour avoir ce côté constructeur. Concernant la robustesse d'un bâti, il faut savoir, la question c'est plutôt à quoi? Parce que robuste, pourquoi? Il y a tellement de sollicitations possibles.
Là, j'en ai listé quelques-uns qui sont en relation avec le climat. L'impact, c'est-à-dire tout ce qui est chute, la chute d'arbres, justement. On l'a vu en Corse, hein, cet été, j'ai eu la mauvaise idée d'être ce jour-là à Sagone. Je vous garantis que ça soufflait comme je n'ai jamais vu. La grêle, les chocs d'objets, parce que quand vous avez une tornade, vous avez la problématique d'éléments qui volent. Alors, dans le nucléaire, on le quantifie en 3 éléments, la bille d'acier, le tube, la voiture. Une vraie tornade, c'est une voiture qui vole. On a tout ce qui est surpression, donc tout ce qui est explosion, rupture de guide, les crues, donc tout ce qui va être un flot important, qui va avoir un effort extrêmement important, comme les tsunamis. On a les affouillements, donc on va parler plutôt les affouillements, les glissements de terrain. On a tout ce qui sera effondrement, qui soit naturel ou pas, les cavités souterraines, c'est-à-dire des cavités qu'on n'avait pas du tout imaginées et tout d'un coup qui vont s'effondrer avec une érosion du terrain par-dessous. Et puis tout ce qui sera thermique avec les risques de technologie, les incendies de forêt, etc. Donc vous voyez bien que là, je vous ai donné un certain nombre de sollicitations et qu'on ne va pas répondre de la même façon. Et pour certains cas, on va aller chercher de la résilience, on va penser au roseau. Il va se plier, il ne va pas se casser. Et puis pour d'autres, on va chercher plutôt le mode rocher. Alors là, vous pensez tout de suite aux centrales nucléaires. Prenez un gros rocher, c'est bien robuste. Et ça fonctionne. D'où la question, qu'est-ce qu'on va choisir pour une inondation ? Un exemple de la REA, hein, je pense que tout le monde s'en souvient. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On empêche l'eau de passer ou on la laisse passer dans le bâtiment et on s'assure qu'il tient ? C'est-à-dire qu'on lui laisse traverser le bâtiment et vivre sa vie, ce qui maintiendra quand même le bâtiment en place. Ou au contraire, on le fait hyper rigide, et on l'a vu à Fukushima, on l'a vu lors de tsunamis, quand on a de telles crues, on a aussi des éléments qui viennent choquer, des gros éléments, voire des maisons qui viennent s'entrechoquer. Ça voudrait dire quand même qu'il faudrait quelque chose d'extrêmement robuste. Est-ce que économiquement, c'est viable pour ce genre de situation ? Et ça sera la fin de mon exposé tout à l'heure. On reparlera économie. Parce que pour l'instant, on parle énormément assurance. Mais si on parle bâti, il va bien falloir, si on veut améliorer le bâti, à un moment donné, il va falloir mettre de l'argent sur la table. Donc on a les crues, on a la grêle. Alors la grêle, c'est un autre phénomène. On a vu ces gros grêlons, c'est des impacts. Ça va beaucoup impacter les toitures légères. En effet, si j'ai une toiture béton, généralement, ça marche plutôt bien. Sauf quand j'ai des problèmes de paix et quand, en fait, avec la grêle, vient l'accumulation de charges. Et donc, on a pas mal de problèmes sur les toitures donc légères, mais aussi les toitures un peu élancées en béton qui vont avoir une trop grande surcharge. Avec quelques petits problèmes de construction, ça va s'effondrer. On a encore, j'ai été contactée ce matin pour un problème d'effondrement de ce type-là. Les glissements de terrain, alors en effet, on comprend bien que là, c'est plutôt une étude amont, c'est comprendre le risque qu'on a. C'était en Savoie en 2015, en Pyrénées, Haute-Pyrénées, en 2015. Là aussi, il est sûr que si vous avez une maison sur un glissement de terrain, ce n'est pas la maison qui va résister. Il faut vraiment traiter l'ensemble, l'environnement, et donc connaître le risque de l'environnement. Les chutes d'arbres, comme j'en ai parlé, étant en Corse en août, nous on a vécu ça et malheureusement sur un camping, il y a une petite fille de 13 ans qui est décédée parce que les chutes d'arbres, c'est assez imprévisible. Et là, on ne parle pas de jeunes arbres, on parle d'arbres centenaires qui ont été déracinés par la violence 224 km/h des vents. Et ce n'était pas prévisible. Météo France n'a pas réussi à faire l'alerte. Parce que même nous qui étions partis une demi-heure plus tôt, on est parti avec un magnifique ciel bleu. En une demi-heure, j'ai jamais vu un ciel devenir aussi noir et des vents violents, mais d'une violence assez surprenante. Une demi-heure. Et on a eu un arc, comme ils appellent, qui s'est développé. Et parfois, on a des chutes de rochers. Ben oui, il faut habiter à côté d'une falaise. Des fois, les blocs tombent. Et ils ont la mauvaise idée d'être ronds, donc ils roulent.
Et là, c'était un vignoble en Italie. Ils sont passés au travers, ils ont continué. Ça arrive évidemment dans tout ce qui sera au droit des montagnes, des falaises. On a un code qui dit surtout ne pas construire en bas d'une falaise ou en bord de falaise. Malheureusement, les constructions, certaines sont très anciennes et sont avant tous ces retours d'expérience. Et enfin, la sécheresse. Alors ça, la sécheresse, on pourrait en parler pendant des heures. Compliqué, cette histoire d'argile. Il est connu, l'arbre dont on parlait, en effet. Un arbre, vous prenez la hauteur et il faut l'espacer. Chez moi, mes parents, ils ont construit un arbre, ils ont planté un arbre quand j'avais 3 ans. J'ai quelques années de plus et l'arbre fait plutôt 20 mètres maintenant. Donc mon terrain de 20 mètres, il ne marche plus, quoi. Par contre, il y a des assurances pour les arbres. Donc les assureurs sont bien au courant que les arbres grandissent, puisqu'on prend des assurances spécifiquement pour ça. Mais en effet, la problématique arbre, elle existe, ne veut pas dire que c'est elle qui entraîne les problèmes de retrait-gonflement. J'aime bien quand même faire la nuance, parce que en assurance, on cherche toujours une cause aggravante. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça pourrait l'être. Donc la sécheresse fait partie, encore une fois, d'une problématique. On voit bien que quand je gère une sécheresse, je ne cherche pas la robustesse de l'ensemble, je vais chercher la résistance de l'homogénéité des fondations. Quand je vais chercher la crue, je vais plutôt essayer de trouver quelque chose qui permette de laisser passer l'eau. Quand je vais chercher le séisme, je vais chercher quelque chose qui soit suffisamment ductile, mais résistant et contreventé dans tous les sens. Ça peut être compliqué d'allier tout ça. Et justement, c'est là que c'est intéressant. Quelles sont les différences en fait, de résistance entre le béton, le bois, l'acier, et justement pour quel type de... Alors là, je me suis rapprochée On est quand même beaucoup plus avancé dans le risque sismique. Alors ça, le risque sismique, c'est vrai qu'en France, on l'aime beaucoup, on l'a énormément étudié. Et grâce à ça, on a par exemple des cartes comme le MS 98 qui nous donnent la vulnérabilité en fonction du type de matériaux. On va tout de suite comprendre que du tout venant, des briques, des maçonneries tout venant, c'est peut-être moins robuste qu'une structure en béton. Chaque matériau a son avantage. L'acier, le bois, la maçonnerie, le béton, ça va vraiment dépendre du type de structure que l'on va avoir. Le plus difficile dans la maçonnerie, c'est que les anciennes structures étaient assez mal contreventées et donc les planchers ne sont pas liaisonnés aux voiles et donc on a des méthodes de renforcement. Donc je ne dirais pas qu'il y a un matériau qui est moins bien ou mieux que les autres. Ils vont tous répondre à des sollicitations différentes et à des objectifs différents. Alors là, moi, j'ai posé une question que peut-être Maxime m'aurait posée, peut-être pas, tu me diras. Justement, aujourd'hui, on essaye de limiter l'impact des matériaux aussi utilisés. Est-ce que ça rentre en jeu aussi pour savoir ce que vous allez mettre l'impact écologique. Je n'ai pas précisé, je fais partie des commissions de normalisation Eurocode 2, béton, Eurocode 8, génie parasismique. Donc on se réunit tous les mois. Donc là, c'est l'objectif, et je vais en reparler après sur les normes, c'est de travailler sur les prochaines normes de manière européenne. Et l'un des sujets qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui, c'est les nouvelles formulations de béton, ces matériaux recyclés. Aujourd'hui, on craint évidemment des pathologies nouvelles, notamment par les compositions de béton qui sont en train d'évoluer. On est en train de travailler, et merci, je ne mentionnerai pas l'assureur, mais on est en train de travailler en groupe de travail sur les problèmes, par exemple, de délamination qui sont en train d'exploser. Et on est en train de le chercher justement avec l'évolution des matériaux. Donc il y a des travaux en ce moment, il y a des essais. Par contre, on a besoin de la FFB qui est au rendez-vous, on a besoin de la FNTP, les fédérations du bâtiment et des TP. Mais en fait, on a besoin de tous les acteurs pour financer ce genre d'essais parce que les commissions de normalisation sont basées sur des personnes de la profession reconnues, mais qui le font bénévolement. Ils n'ont pas de moyens. Et là, on a vraiment besoin, là j'ai l'impression de faire la quête, mais on a besoin de la profession pour financer les essais, pour justement rédiger les normes, pour avoir un vrai statut, des vrais exemples, des vrais
un consensus basé sur de l'expérimentation pour permettre de l'intégrer et pour limiter les sinistres. Donc s'il y a un rôle et si la fédération est intéressée, là il y a vraiment des enjeux énormes pour nous. Et est-ce qu'il y a justement des nouvelles normes pour le bâti résistant, justement, une fois que l'on construit du bâti résistant, est-ce qu'il y a des nouvelles normes qui rentrent en jeu? Alors, là, je peux passer sur les Eurocodes. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais continuer. Alors là, je vais vous prendre encore quelques minutes. J'adore ce diagramme, non pas parce que je l'ai fait, mais parce que ça montre l'évolution et je l'adore. Et en plus, il y a un peu de sexisme dedans. Je vais vous expliquer. En moins 1730, alors j'étais pas là, hein, on m'a dit que c'était pas à peu près cette date-là, il y a le code d'Hammurabi. Alors j'adore ce code parce qu'il est très simple. Au moins, on se débarrassait des mauvais ingénieurs. L'ingénieur fait du mauvais travail, il est tué. Il n'y a plus de mauvais ingénieurs. Vous voyez, c'est une autre façon de faire de l'assurance. Vous vous débarrassez d'un problème. Bon, là où je trouve ça un peu moins cool, c'est si la maison s'effondre sur le fils du propriétaire, ben, on tue le fils de l'ingénieur. Pas la fille, juste, ça c'est le côté sexiste du code. Hein. Les filles comptaient pas, mais les esclaves et les hommes comptent. On voit que depuis 1850, on a une révolution des matériaux et on a une évolution très nette des codes, des normes. Une évolution qui est très impactante parce qu'on a des moyens de calcul beaucoup plus performants, des approches beaucoup plus complexes. Et donc, on va avoir en 2010 un premier tournant, les Eurocodes. Première version, top. Il nous a fallu 20 ans. Alors, il nous a fallu, moi j'étais pas née encore, là je venais de naître quand ils ont commencé à y réfléchir. Et il y a eu cette première série d'Eurocodes qui a été très compliquée pour la profession, parce que essayer d'imaginer des ingénieurs qui ont travaillé pendant 20 ans sur un code, à chaque fois qu'on fait une transition, ben à chaque fois, c'est se remettre complètement en cause et travailler autrement. Et donc, on a eu cette première version, et aujourd'hui, on travaille sur la deuxième version. Elle sera à peu près en 2027. Il nous faut à peu près 20 ans, voire des fois 30 ans, avant d'implémenter les choses. C'est lent. C'est lent. Donc, il ne faut pas compter non plus sur cette évolution pour répondre exactement à cette rapidité. Voilà. Et juste pour répondre à la question, nous, en tant que maître d'œuvre de conception, sur quoi devons-nous nous baser? Sur l'Eurocode 1. Alors l'Eurocode, c'est une norme, elle est d'application volontaire, sauf pour ce qui est du séisme, 60% du territoire, et pour l'Eurocode feu, donc vous voyez bien que finalement c'est un peu imposé. C'est le maître d'ouvrage qui choisit son règlement. Et nous, dans l'Eurocode, donc il y a 10 parties à l'Eurocode, 5830 pages de mémoire, 5300 pages de mémoire. Et les actions qu'on prend en compte, elles sont définies, elles ne sont pas extensibles. On a le poids propre, on a les charges d'exploitation, on a la neige, on a le vent, un vent normalisé qui ne correspond pas aujourd'hui à l'évolution. C'est un vent qui est bien donné par cartographie. On a toutes les actions thermiques, le feu, et on a les actions accidentelles de type choc, choc de véhicule sur une pile, choc de bateau sur une pile. On n'a pas les tornades, on n'a pas la grêle. Ce n'est pas encore des actions qui sont normées, définies, à intégrer. Donc, je continuerai. Et justement, quelles sont les contraintes imposées par le droit de l'assurance dans les modes réparatoires après sinistre? Alors, on va reprendre juste un dernier élément extrêmement important. En 1995, il y a la loi Barnier. La loi Barnier, elle est très simple. Le principe selon lequel l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. Bon, vous voyez, l'idée c'est très simple. Aujourd'hui, tout le monde est au courant qu'il y a des actions qui sont de plus en plus violentes. Donc le fait que nous, en conception, on soit dans des normes ne va pas complètement nous exonérer de prendre en compte
des aléas qui pourraient être définis ailleurs. Faut-il encore pouvoir les normer? Mais toute notre approche, elle va être basée sur une approche de risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre l'aléa, on va prendre les enjeux, on va prendre la vulnérabilité. Notre objectif, ça va être de mélanger tout ça pour adopter une réglementation, une norme en question. C'est important, ça veut dire que derrière, on n'est pas en train de vous garantir un risque zéro. On ne sait pas. Vous vous rendez compte que si on fait risque zéro, le prix de la construction, il va être doublé. Et ça, vous qui voulez acheter une maison, vous n'allez pas l'acheter 2 fois plus cher. Ce n'est pas possible. Donc, là-dessus, on connaît bien Géorisque, et ça, c'est génial pour pouvoir se référer, on connaît. Mais regardez bien, nous, on est en train de parler d'aléas climatiques. Vous voyez la pluie, les tempêtes, les températures extrêmes et les enjeux sur les populations. Géorisque ne va pas nous parler de tout ça. Géorisque, il va nous parler des inondations, des mouvements de terrain, des séismes, des cavités, du radon et du retrait. On n'est pas encore sur les mêmes problématiques. Donc, encore une fois, il y a des secteurs pour lesquels l'enjeu est tellement fort qu'on va prendre en compte l'inondation, on va prendre en compte les tornades, on va prendre en compte les explosions, les chutes d'avions. Personne n'en a parlé, mais des fois, les avions, ils tombent. Donc, tout ça, on va le prendre en compte dans le domaine du nucléaire, dans le domaine des installations classées pour l'environnement, Seveso, pas toutes. Mais quand on monte d'un cran et quand il y a la sécurité nationale en jeu, oui. Mais sinon, aujourd'hui, la question, c'est le risque zéro n'existe pas. Quand vous montez en voiture, vous connaissez le risque d'avoir un accident. Quand vous montez dans un avion, vous acceptez ce risque. La question, c'est quand on construit un bâtiment, on accepte un risque. Et notamment pour le séisme, vous acceptez le risque, selon la norme, que vous ayez un dépassement de 10% de l'occurrence d'un séisme. Dans tous les cas, vous acceptez un risque que malgré le fait qu'on construit selon les normes, l'action pourrait être dépassée. Et même si on a des coefficients de sécurité, il y a d'un côté, il faut payer, et les gens ne veulent pas prendre en compte un dépassement trop important, et de l'autre côté, est-ce que oui ou non on accepte le risque? Et là-dessus, la puissance publique va nous aider. Je crois que Franck avait une question. J'ai une petite question là. Tu as mentionné l'événement d'inondation de octobre 2020, la tempête Alex, et tu disais que on pouvait reconstruire, on pouvait éventuellement reconstruire assez solide pour résister à un tel événement. Mais est-ce que c'est vraiment possible pour un déluge tel que Alex? Parce que ça me semble, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et ça a provoqué des glissements de terrain qui auraient de toute façon ruiné les fondations de tout bâtiment. Et donc c'était bien la dernière question. En fait, quand on reconstruit, on doit reconstruire selon les normes, mais en prenant en compte l'aléa qui a causé la perte. Ça, c'est une obligation assurantielle pour la pérennité. Donc, en effet, quand on est en bord de falaise et que la falaise, il est démontré qu'elle n'est pas stable, à part de faire un renforcement de falaise qui serait complètement décalé par rapport au prix économique, dans ce cas-là, mieux vaut reconstruire ailleurs. Donc, ça va dépendre en fait du type d'événement, du risque et de l'aléa qui sera connu à ce moment-là. Juste pour resituer cet événement, il y a eu jusqu'à après 550 mm d'eau en quelques heures sur la vallée de la Roya et de la Vésubie. Et ça n'a jamais été enregistré en France depuis la fin du 19e siècle. C'est vraiment, j'ai envie de dire, unprecedented. C'est jamais vu. Voilà. Et un autre point, et là je parle sous le contrôle d'Anne-Sophie, mais je pense que la nouvelle loi de décembre 2021 parle aussi en cas d'incident, alors pas dans le cadre d'Alex parce que c'est impossible, mais dans le cadre de la reconstruction, les assureurs doivent, et ce n'est pas encore chiffré, il n'y a pas encore les textes d'application, reconstruire en mettant en œuvre, non pas à l'identique, mais en mettant en œuvre des mesures de prévention afin que le dommage ne se reproduise pas. Et ça aussi, ça va causer de gros problèmes et des surcoûts qui vont être importants à l'avenir. Je crois que Maxime avait une question aussi. Oui, j'ai une question
importante, je crois, mais qui pourrait nécessiter... Enfin, il pourrait y avoir une très longue réponse. Alors peut-être qu'il faudra essayer d'y répondre rapidement, mais passionnant en tout cas. Moi, j'ai une question sur la philosophie avec laquelle Eurocode, donc qui est ce grand travail normatif qui a une importance décennale, donc vraiment majeure, et qui va, là par exemple dans votre domaine, influencer les normes pour le bâti. Comment est-ce qu'il est construit? Parce que la spécificité du sujet qui nous occupe, c'est qu'on parle de risques naturels. Les risques naturels, par définition, enfin en tout cas autrefois, voire même encore toujours maintenant, vous le savez mieux que moi, ne sont pas causés par l'homme, puisque ce sont des risques naturels. Or là, pour la première fois, on se trouve dans des risques naturels qui sont causés par l'homme. Je veux dire, c'est scientifique, ça c'est sûr et certain. De façon indirecte, de façon avec une temporalité difficile à évaluer, etc. Mais en tout cas, il y a une dimension humaine dans la cause de ces phénomènes extrêmes naturels. Donc ma question c'est, j'ai vraiment adoré la petite phrase dans laquelle vous dites que ce travail normatif ne doit pas ralentir. Mais moi j'ai envie de dire, bon, c'est mon point de vue extérieur, mais pourquoi ne pas accélérer les choses? Pourquoi ne pas justement prendre ce rôle d'assureur et se dire, moi je vais différencier les pratiques humaines, technologiques, les choix qui sont faits dans les collectivités, qui sont faits dans les organisations, pour différencier. La question économique, elle pourrait se construire sur une différenciation entre les plus pollueurs, entre ceux qui prennent le plus de risques, ceux qui ont les technologies les plus, etc. Est-ce que dans la philosophie de la construction d'Eurocode, on est sur de la posteriori, de l'évaluation de risques, où on se dit de toute façon, on évalue les risques comme s'ils étaient neutres, et donc ensuite on voit comment on organise les indemnisations, ou est-ce qu'il y a une volonté d'aller influencer, inciter la transition et l'accélérer, quoi? Alors, l'Eurocode par lui-même, il a un but, c'est du calcul. La majorité, c'est calculer. Pour une sollicitation donnée, nous, on explique comment on calcule. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Pour le séisme, il faut savoir que l'Eurocode est lié à une annexe nationale, donc chaque pays a son annexe nationale, et cette annexe nationale fait référence à un arrêté. Et donc, qui définit pour le risque sismique les niveaux à prendre en compte? C'est la puissance publique. Et de mon point de vue, s'il y a bien quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités dans tout ce qui est climatique, c'est la puissance publique qui a tous les moyens pour définir. C'est intéressant parce que le risque sismique, par définition, n'est pas causé par l'homme. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment sur l'aléa naturel, le vrai. Oui. En revanche, tous les phénomènes, chaleur extrême, etc., sont causés par l'homme. Donc, il pourrait y avoir une rétribution de la part de certains, on le sait, de certains responsables de ces situations-là. Donc, ça devient politique, je suis d'accord. On est sur un sujet où, voilà. Mais moi, je crois que les assurances ont un rôle énorme à jouer dans la transition. Soit on est neutre et bon, on ne différencie pas, soit on différencie et on accélère. Mais la question que pose le ministère, parce que on a participé, hein, et le risque sismique, ça a donné des débats incroyables avec le ministère. La question est, quelle est l'acceptation sociétale de prendre en compte ce risque? Parce que la grêle, elle a touché quelques régions. Elle a touché votre ville. Est-ce que vous allez accepter de payer 20% votre maison en plus si vous n'identifiez pas, en tant qu'humain, hein, le risque que ça peut vous arriver? C'est toujours l'impression que ça va arriver aux autres, toujours. Et donc les personnes préfèrent prendre ce risque parce que derrière, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour payer. Et je pense que c'est un vrai problème sociétal, c'est-à-dire l'acceptation du risque et l'acceptation qu'aujourd'hui, ce risque est de plus en plus présent, il va toucher de plus en plus de monde, et donc il va falloir travailler sur l'acceptation de la société. Et là, ça sera possible. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Franck, justement, côté assurance. Est-ce que vous pouvez nous décrire les modèles CatNat réalisés, notamment pour la direction des risques climatiques et émergents chez Allianz, et puis les objectifs d'ailleurs? Avec plaisir. Donc, il y a plusieurs types de modèles qui sont développés. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les cartes d'aléas. C'est ce qu'on retrouve à la MRN avec la carte de retrait-gonflement des argiles du BRGM. C'est les cartes du risque inondation par débordement, par inondation par ruissellement, les cartes risque tempête hivernale, le risque de sismique. Il y a beaucoup de risques. Hein. Le risque de feu de forêt, je ne vais pas tous les citer parce que ça va déprimer tout le monde. Les traits de côte aussi qui comptent. Donc le premier type de modèle, c'est celui-là, de créer des cartes qui sont après
disponible auprès de tous les agents d'Alliance, et c'est pareil pour tous les compétiteurs, bien sûr, et qui permet d'identifier rapidement si un bien donné, un lieu, un point XY, en latitude, longitude, est soumis à tel ou tel aléa. C'est ce que disait Eric tout à l'heure. Et donc, ça, ce sont des cartes d'aléas qui sont en général assez précises, qui peuvent être vectorielles ou des images, et qui sont utiles pour la souscription. Ensuite, il y a des modèles beaucoup plus complexes, qui sont les modèles probabilistes ou stochastiques, qui ont pour but, eux, de définir des courbes dommages-fréquences et dire pour un portefeuille assurantiel donné si quel est le dommage qu'on risque tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 30 ans. Ça, ce sont des modèles qui sont généralement conçus en 3 modules. Tout d'abord, il y a un module d'aléas qui permet en fait de décrire l'ensemble des événements possibles. Par exemple, l'ensemble des tempêtes hivernales qui peuvent se produire au-dessus du territoire de la France métropolitaine. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est le module de vulnérabilité, qui est censé décrire, et ça rejoint un peu ce que disait Sandrine, pour un bâtiment donné, quelle est son exposition, quel est son risque, suivant l'intensité d'un péril. Donc en abscisse, on voit très bien l'intensité du péril, qui peut être la vitesse du vent en rafale, qui peut être la magnitude du séisme. Et en ordonnée, on voit un pourcentage de dommages, avec bien sûr un écart type, parce que c'est pas linéaire, enfin, il y a des incertitudes. Donc ça, c'est le deuxième module, qui permet de définir si un bâtiment qui est construit en béton armé, avec les bonnes constructions de l'Eurocode, quelle est sa réaction face à un séisme de magnitude 7, 8. Et la même chose pour un simple vieux bâtiment en briques qui a été construit au siècle dernier. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième module. Le troisième module, c'est le module financier. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que ce n'est pas ma spécialité, mais c'est celui qui permet de rajouter aux 2 premiers toutes les règles assurantielles, les franchises, les limites et toutes les règles assurantielles. À partir de là, ça permet de définir pour tout événement quel est le coût que cela infligerait au portefeuille assurantiel. Ça, c'est le deuxième modèle. Et il y a un dernier type de modèle, j'appelle ça modèle, c'est de la création de cartes aussi, c'est de la veille climatique. Post-événement, une des tâches qui m'est dévolue, entre autres, c'est après l'événement, par exemple, de la grêle de Châteauroux le 22-23 mai, quelle est l'empreinte, quelle est la zone qui a été affectée et par quelle taille de grêlon. Ça, c'est très utile pour l'indemnisation, notamment. Savoir très vite où sont les risques, quels sont les sites du portefeuille qui peuvent avoir été impactés et où envoyer les experts. Et justement, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de la collecte de data, de données, justement? Quel type de données, comment les collecter? D'accord. Donc, pour ce qui est des données, je vais dire qu'il y a 2 familles de données. Il y a les données externes à l'entreprise, on en a déjà parlé un petit peu, et il y a les données internes. Je vais commencer par les données externes. Donc, il y a toutes les cartes qui peuvent venir de différents organismes, Géorisque, de l'IGN, par exemple. Il y a le modèle numérique de terrain qui donne les altitudes à 5 mètres de résolution en XY sur l'ensemble du territoire métropolitain qui est disponible, et même à 1 mètre pour certaines zones. Il y a aussi les données historiques, par exemple des arrêtés catastrophes naturelles, qui nous sont utiles, et toutes les données historiques pour ensuite définir quel est le climat des 30 dernières années, où est-ce qu'un événement peut se produire. Pour le risque sismique, il y a la connaissance où sont situées les failles sismiques partout sur le territoire. Il y a les données du CHOM qui nous donnent des informations sur les marées possibles et les surcotes marines possibles sur les côtes. Et tout cela se fournit. Il y a aussi les données radar qui peuvent être utiles notamment pour la grêle. On a parlé beaucoup de la grêle récemment. Toutes les données des radars sol. Et associées à ces données, il y a plusieurs contraintes. Déjà, et je suis assez jaloux des États-Unis, aux États-Unis, toutes ces données sont totalement disponibles et faciles à accéder. En Europe, ce n'est pas le cas. Mais alors, pas du tout. C'est en train de changer un petit peu, doucement.
Par exemple, jusqu'à avant décembre 2020, le seul modèle numérique de terrain, c'est l'altitude partout du relief sur le sol français, n'était pas il n'y avait qu'une version à 30 mètres de résolution qui était disponible. C'est la version SRTM gratuitement. 30 mètres pour modéliser l'inondation, c'est pas très précis quand même. Depuis, je crois que c'était le 15 décembre 2020, pour moi c'était Noé en avance, l'IGN a rendu son modèle numérique de terrain à 5 mètres et à 1 mètre de résolution complètement gratuit, disponible. J'ai pris. Autre exemple, le SWI uniforme, c'est l'indice qui est utilisé par la commission interministérielle pour la sécheresse. C'était quelque chose qui était développé en partenariat avec Météo France, mais qui était complètement conservé par la commission interministérielle et qui n'était absolument pas disponible au public. Depuis avril 2021, cette donnée maintenant est disponible. Donc les mentalités changent et ça commence à arriver. Donc ça, première contrainte, le coût. Il y a une autre contrainte, c'est le volume de données. Par exemple, si je parle de données radar-sol météorologiques, ce sont des volumes de données absolument démentiels. Parce que ce sont des images du sol. Alors, il y a un réseau européen qui s'appelle le réseau Opera qui permet de rassembler et d'homogénéiser toutes ces données. Mais il faut savoir que ce sont des images toutes les 5 minutes, à 1 km de résolution, toutes les 5 minutes. Et qu'on atteint très très vite le téraoctet de données. Donc il faut pouvoir arriver à gérer le volume de données utilisé. Parce que ce que je ne dis pas aussi, c'est que le radar, il a plusieurs hauteurs de balayage. Donc une dizaine en général. Donc si on multiplie encore par 10 le volume. C'est quelque chose qui est assez démentiel et qui nous force en fait à faire des choix. Par exemple, dans mes travaux, j'ai utilisé le modèle numérique de terrain de l'IGN, non pas à 1 mètre, à 5 mètres. Tout simplement parce que gérer quelque chose à 1 mètre et faire des calculs dessus, ça devient absolument démentiel. Donc ça, c'est pour les données externes. Ensuite, il y a les données internes. Et quand je parle de données internes, c'est donc, dans mon cas, c'est les données internes à la société Allianz. Et là, il y en a 2 types. Il y a déjà le portefeuille assurantiel, qui me permet de définir où sont tous les biens assurés par Allianz. Et après, il y a la base de données de sinistres, qui est un sujet très important, parce que sans les sinistres, on ne peut pas savoir, historique, on ne peut pas savoir forcément où se sont situés tous les dommages pour Allianz. Et on a besoin d'une grande intériorité pour pouvoir créer des courbes de vulnérabilité qui correspondent au bâtiment, et, entre autres, et aller de l'avant. Là aussi, il y a des contraintes. La première, c'est la géolocalisation. Quand on y pense, quand on utilise Google Maps, on dit tout est facile et tout se géocode facilement. Mais c'est pas forcément vrai dans le cas des portefeuilles, parce que déjà, certains dossiers sont anciens, sont remplis manuellement, et que certaines adresses ne sont pas très précises. Par exemple, certaines adresses dans des lieux-dits, il y a le nom de la rue, mais il n'y a pas de numéro. Alors, il y a un lieu-dit, il y a une dizaine de maisons, quelle est la bonne? Moi, je ne sais pas, mais le facteur, lui, sait. Ensuite, il y a un autre souci, c'est, à part la géolocalisation, c'est l'antériorité et la complétude. Les bases de données qu'on a de portefeuille, par exemple, ne sont pas adaptées au travail de modélisation. Par exemple, la structure utilisée, si c'est du reinforced concrete, si c'est du béton armé qui résiste au tremblement de terre, ou si c'est du bois, ou si c'est de la maçonnerie, quel est l'âge de construction du bâtiment, ce ne sont pas forcément des données qui sont récupérées dans nos bases. Et ça, tu l'as dit très très bien, c'est essentiel pour connaître la vulnérabilité d'un bâtiment à un aléa. Donc ça aussi, c'est une contrainte. Voilà. Et en plus, il y a une autre contrainte qui arrive, c'est la RGPD, qui nous force, après 6 ans, à faire des purges dans nos bases de données. Beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et avant de vous laisser adresser vos questions, j'ai envie de terminer par une note positive. Maxime, des solutions face à ces enjeux, qu'on parte tous pas anxieux? Oui, merci beaucoup sur le sujet des données. C'est passionnant parce que finalement, ça vient résumer la question. Il y a énormément de choix à faire sur le type de données qu'on collecte, la façon dont on les utilise, comment est-ce qu'on va modéliser. Et je crois que ça vient résumer un petit peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On a parlé beaucoup des
des risques matériels finalement, hein, des risques immobiliers. Je crois que ça fait partie quand même, alors vous le savez mieux que moi, peut-être de la majorité ou de la part la plus importante des activités assurantielles, je ne sais pas, notamment par rapport aux activités plus immatérielles qui vont être les questions économiques, les questions sociales, les questions de vulnérabilité agricole, questions de santé, etc., qui font aussi partie de tous ces enjeux-là, hein, puisque derrière les enjeux climatiques, il y a de très forts enjeux de santé publique, très forts enjeux de société, de vulnérabilité aussi économique et sociale. Moi, je voudrais simplement reprendre du recul sur tout ce qu'on s'est dit. Souvent, on a tendance à penser que le sujet des populations qui vivent sur les littoraux dans le monde sont les populations les plus vulnérables. On parle souvent des littoraux, de la montée des eaux, parce que ça a un effet déluge, hein, c'est dans nos archétypes, l'inconscient collectif sur toute la planète. On a le souvenir des déluges, c'est incroyable quand on lit dans toutes les cultures du monde. Donc c'est peut-être pour ça, mais ça ne représente que 1 milliard de personnes exposées. La réalité, c'est que la population qui va être la plus exposée, qui représente près de 2/3 de la population humaine dans le siècle qui vient, ce sont les villes. Donc il va y avoir, à partir de 2050, à peu près 70% de la population humaine qui seront dans les zones urbaines. Donc c'est vraiment une transformation en un siècle. Hein, il y a eu un exode rural phénoménal. Et en fait, avec les chaleurs extrêmes, vous avez vu qu'ils sont le tout premier des problèmes, puisque après, par effet de cascade, ça cause les sécheresses, ça cause les fragilités, les vulnérabilités. Eh bien, les villes et les chaleurs extrêmes, pour moi, c'est le sujet principal, puisqu'on va avoir vraiment des milliards de personnes en jeu. Donc les solutions, elles sont très nombreuses, hein, les solutions d'adaptation, les solutions d'innovation, de rénovation, de construction, d'évaluation des risques. Ça passe par des choix, ça passe par des politiques publiques, ça passe aussi par la responsabilité des entreprises privées. On est en train de vivre un phénomène en ce moment, c'est que les entreprises dans tous les secteurs sont en train de se dire on a une responsabilité civile. On a un rôle à jouer dans l'évolution de la société, on a un rôle à jouer dans la trajectoire du monde. Ça, c'est assez nouveau, hein, et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et donc ça passe évidemment par votre secteur aussi. Hein. Moi, vous avez compris mon idée, c'est que je pense que vous pouvez avoir un rôle incitatif très fort, très très fort, d'une certaine manière, faisant le tri entre les responsables, on va pas dire coupables, parce que mais en tout cas ceux qui sont plus responsables par leur choix technologique et les victimes. Et aujourd'hui, si on est dans une logique où ce sont les victimes qui assument l'augmentation des risques, il y a une forme d'injustice. Le système assurantiel, aujourd'hui, a la possibilité d'aller rééquilibrer tout ça, d'aller construire un monde qui est plus stable, plus sécurisé, plus juste aussi. Merci voilà, Maxime. On les applaudit tous très fort. Merci beaucoup. Je vais vous laisser adresser vos questions. J'imagine qu'elles sont nombreuses. Même si je sais qu'il y a le cocktail derrière, mais on a un petit temps de questions. Elles sont pas très... Ah. Bonjour. Alors, moi, je suis expert construction aussi. Et c'est vrai qu'en prenant un peu de recul par rapport à la dernière table ronde, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pense que ce dont, du coup, Maxime voulait parler, c'est en fait de prendre beaucoup plus de recul par rapport aux solutions qu'on peut apporter ou peut-être une conception qu'on peut imaginer de la construction, parce que l'impact des constructions n'est pas négligeable sur tout ce qui se passe. Quand on parle de l'anthropocène, effectivement, c'est une nouvelle façon de voir les choses, mais oui, moi je pense à cet impact. Et ce qui est fou, c'est que dans la construction, il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place. Par exemple, on pense au règlement de sinistre. Si on remplace par exemple une étanchéité, on peut passer par une étanchéité claire plutôt qu'une étanchéité en bitume. En fait, c'est l'albédo, hein, ce dont on parle, c'est-à-dire la couleur en fait des villes. Et finalement, en mettant une toiture, une couverture par exemple en PVC clair, on va se retrouver avec, on va refléter, on ne va plus absorber autant de chaleur dans des zones de chaleur urbaine. Les autres points, c'est par exemple sécheresse. Donc sécheresse CatNat, moi c'est un sujet qui m'importe parce que j'ai fait beaucoup de dossiers CatNat et on a carrément dans le rapport abattage de la végétation, oui, non, mesures conservatoires. Et mesures conservatoires, c'est quoi? C'est abattre les arbres. Alors aujourd'hui, les arbres font partie de la solution. J'ai bien aimé votre intervention sur le sujet.
Et je pense en fait qu'on a une vision très très courte sur le sujet, c'est-à-dire qu'en essayant de solutionner le micro-problème de la maison, on aggrave le macro-problème de la sécheresse. Et le nombre d'arbres abattus, je pense, en France, dû au phénomène CatNat, c'est immense. En fait, on a tellement de petits terrains que de toute manière, on ne peut pas garder d'arbres de taille adulte sur les terrains. Donc, ce problème, il est immense. Et on réalise pas à quel point on devrait revoir ces PPR. Enfin, pour moi, les plans de prévention des risques sont faits au niveau de la préfecture, je crois, au niveau départemental. Et je pense que ce serait important de revoir ce sujet sur l'abattage de l'arbre. Et le 1,5 fois la taille adulte, ça veut dire qu'on ne peut plus mettre aucun arbre dans les villes globalement. Donc, quand on sait l'importance de l'arbre et pour les infiltrations d'eau et pour le problème thermique, pour l'absorption de pollution et pour tout, je pense qu'en fait, on voit le problème à l'envers. Et j'ai bien aimé le petit schéma. Alors, je ne sais pas si on peut le remontrer, celui de Sandrine. Qui a la Il y avait, zapette? c'était, je crois, le premier, Ah bah. dans lequel, alors, je pense qu'il y aurait un intérêt. Je pense qu'il y aurait un intérêt à ouvrir une cellule assez rapidement sur ce sujet, c'est-à-dire sur comment on traite les évacuations d'eau pluviale du fait des problèmes de sécheresse et comment on traite les arbres. Je trouve ça intéressant parce qu'on n'arrête pas de dire que l'eau, ben voilà, les racines viennent chercher l'eau sous les maisons. La seule chose, c'est qu'elle vient les chercher parce que justement, ben, il y a le phénomène de sécheresse. Mais sauf que je pense qu'on n'a pas fait d'études géotechniques globales avec un profil hydrique sur plusieurs années autour de la maison avec et sans les arbres. C'est-à-dire que le problème de l'arbre, quand on le coupe tout juste, effectivement, juste à ce moment-là, on va avoir une baisse du pompage de l'eau sous la maison. Mais dans le temps, si on fonctionne sur plusieurs années, moi je pense qu'on va avoir ce qu'on voit dans l'angle inférieur droit. Voilà. Justement, c'est ce qu'on disait avec... On a une augmentation de température de 10 degrés sans les arbres avec un arbre. Donc, je veux dire, basiquement, c'est très logique. Et du coup, tout à l'heure, vous parliez des écrans anti-racines. Alors, c'est marrant parce que vous parliez des écrans anti-racines. Juste après, on voit l'arbre qui tombe sur la maison. Un écran anti-racines, si on a un arbre qui ne se répand pas dans le sol de la même façon que ce qu'il est en portée extérieure, il tombe. Donc, non mais vraiment, il y a un impact très fort des écrans anti-racines et des fondations filantes sur en fait, les arbres. Donc, le bâti a une influence importante sur le sol. Et le sol, c'est sur celui-là qu'on construit. Donc, en fait, il faut réinventer, je pense, la relation entre le sol, le bâti et l'environnement et la végétation. Je pense que là, vous avez en plus répondu en partie à la question que Maxime adressait tout à l'heure à Eric, non? C'était... En tout cas, il y a un exercice dans votre intervention, et puis après, peut-être qu'il y a d'autres questions. Oui. Il faut peut-être enchaîner, mais vous faites ce travail que moi j'appelle de mes voeux et que j'espère générer dans tous les secteurs d'activité dans lesquels j'interviens, secteur technique que j'ai identifié, et là, le monde de la banque assurance en fait partie, c'est de se décentrer et de sortir de l'objet d'étude où on va étudier la maison, le bâti, le terrain, et puis sortir, prendre un point de vue sur l'écosystème du vivant, quel rôle nous on a par nos décisions sur les arbres et la façon dont c'est construit. Donc je partage tout à fait tout ce que vous avez dit, notamment sur le rôle des Mais ça arbres. n'existe pas cette cellule, donc si les gens sont intéressés. Et il y a un autre sujet, juste après je transmets, mais c'est les eaux pluviales. Il y a des millions ou des milliards de mètres cubes d'eau qui sont récupérés sur les toitures et qui sont évacués dans les rivières, dans les réseaux d'eau pluviale. C'est complètement aberrant quand on voit que les nappes phréatiques manquent d'eau. En fait, il y a des puits d'infiltration, il y a des systèmes qui existent. Et ça, c'est vrai que c'est d'ordre public. Mais, encore une cellule à créer. Et donc, il faut vraiment réfléchir à comment on réinfiltre toute cette eau pluviale. Bon, voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Désolée, non, c'était passionnant. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question?
Les cartographies des risques, Géorisque par exemple, tracent une très grande partie des expositions aux risques inondations, zones submersibles, retrait et gonflement des argiles. À ce jour, aucune cartographie ne présente celle liée à la grêle. Pourquoi? Qui répond? En fait, si, il y en a, mais chaque assureur, chaque groupe a ses propres cartes. Il n'y en a pas qui sont rendues publiques par la MRN, et je crois que de toute façon, ça c'est quelque chose qui va changer bientôt. Il y aura des cartes qui seront disponibles. Ces cartes, comment elles sont faites? Elles sont faites à partir des modèles probabilistes dont je parlais, en général, où on regarde quel est, ensuite sur un portefeuille, quel est le risque de l'aléa lié à la grêle. Donc oui, il y a des grêles, il y a des cartes disponibles, enfin, qui ne sont pas encore disponibles. Elles existent. Merci Franck. Et encore une question. Monsieur Petitpas, la norme vent indique une tornade par an. Cela correspond-il désormais à une réalité? Alors la norme, oui, effectivement, elle dit ça. A priori, elle a dû oublier de regarder ce qui se passait, quoi. Donc on peut l'inviter à effectivement se rapprocher des gens qui s'occupent des tornades et actualiser l'information. Concernant la grêle, je te dis effectivement, il y a la cartographie. Et puis après, il y a, une fois qu'on a la cartographie, on a donc l'exposition à l'aléa en question. Il y a que juste un problème à traiter, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter, quoi. Est-ce que les tuiles, est-ce que les éléments sont donc a priori, quand vous regardez par exemple dès qu'on a franchi la frontière vers l'est, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne ont des cartographies de la grêle publiques. Et pour chacun de ces pays, il y a des cartographies, des matériaux qui sont mis en œuvre et dont on adapte les matériaux, évidemment la cartographie de la géographie dans laquelle on se trouve. Donc je dirais que globalement, ça se fait. Juste à côté de chez nous, ça marche. Merci Eric. Il y en a encore une? À quelle fréquence sont révisés les modèles climatiques? Les dernières années à forte sinistralité ne justifient-elles pas une révision plus fréquente? Ah, Franck. Oui, alors à quelle fréquence? En fait, ça dépend vraiment de la demande. Par exemple, là, actuellement, la sécheresse est vraiment très, très à la mode et donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur le sujet. En revanche, les tempêtes, même si elles causent encore beaucoup de dommages, n'apparaissent plus tellement dans l'inconscient collectif comme étant très dangereuses en France, parce que les grosses tempêtes qu'on a eues, c'était Lothar et Martin en 99, il y a eu Klaus en 2009, qui était déjà moins forte, Xynthia en 2010, donc la demande est moins importante. Mais en général, les modèles sont révisés, alors ça dépend des sociétés aussi, mais tous les 5-6 ans. Voilà. Le GIEC, oui, le GIEC ne fait pas de modèle de risque de carte. Mais le GIEC, c'est tous les 5 ans, c'est ça? Tous les 5 ans. Oui. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que là, modèle climatique, ça peut être pris, les modèles climatiques qui sont utilisés par Allianz ou par les assureurs, ça peut aussi être la mise à jour des données au niveau mondial, parce que le GIEC, qui est le groupement international d'experts climatiques, c'est la plus grosse base de données scientifique qu'il y ait jamais eu de l'histoire de la science, et qui produit des mises à jour, on va dire, sur des périodes de 5 ans. Merci à vous tous. On les réapplaudit encore bien fort et merci à vous. J'espère que ces échanges vous auront inspiré et donné des solutions pour agir. Et je vais laisser Yann clore du coup cet événement. Merci aussi. Et d'abord pour te féliciter pour le timing que tu as tenu. Et c'est ce qui change depuis quelques années. Quand je n'interviens pas, nous sommes à l'heure pour le cocktail. Donc ça, c'est un premier point. Merci beaucoup pour votre présence, toujours nombreuse et nombreux vous êtes. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour un thème qui sera le risque climatique ou les risques climatiques, 3e version. Parce que comme l'a dit Sandrine sur la sécheresse, il y a beaucoup de choses encore à dire. Et Stéphane Penet ouvrait quand même le sujet en début de conférence sur
ce risque prééminent pour les compagnies d'assurance. Donc nous nous y attarderons. Et en plus, il y a des textes probablement qui compléteront le dispositif catastrophe naturelle. La Fédération des sociétés d'expertise ainsi que France Assureur travaillent aussi sur le sujet sécheresse. Donc je pense qu'il y aura encore plein d'actualités. En tout cas, sur cette thématique, nous espérons avoir encore été le plus complet possible cet après-midi, avec une démarche holistique. Maxime nous y a aidés, mais je pense que la qualité aussi et la variété des intervenants, que ce soit des juristes, des techniciens, des spécialistes de la data et de la sinistralité, permet quand même d'aborder un sujet aussi vaste sous les angles clés qui sont les nôtres et qui sont au quotidien. Et puis, dans tous les cas, ils s'inscrivent dans la raison d'être aujourd'hui d'Ixi Group. Et cette raison d'être aujourd'hui, c'est de pouvoir aller plus loin encore avec Ixi Group, avec un certain nombre d'initiatives et qui sont pour nous extrêmement importantes. Nous avons un rendez-vous l'année prochaine pour Convergence et puis nous fêtons aussi nos 35 ans dans quelques semaines. Et donc vous êtes toutes et tous conviés à renouveler votre participation. Mais là, a priori, il n'y a pas de débat. C'est pour passer un moment d'échange ensemble. Peut-être quelques surprises, mais bon, rendez-vous 1er décembre. Excellente fin de journée. Un cocktail nous attend. Encore merci, encore bravo à tous nos intervenants. Et puis à tout de suite dans les salons, dans ce merveilleux jardin. À l'année prochaine.